l'approvisionnement à l'ère du numérique. On parle à la diffusion, donc bienvenue chez vous, bienvenue à Batimatech, au webinaire sur l'approvisionnement à l'ère du numérique, bien sûr, entre entreprises, donc en compagnie de Pierre Daigneault. Pierre est en ligne, donc on va attendre les gens qui vont se joindre à nous. Donc, ça va commencer à rentrer. Moi, ce que j'aime partager en bas, c'est un petit texte à tous. C'est beau. Donc, ça, c'est beau. Je vous envoie de la lecture de chevet en attendant sur la droite. Donc, si vous allez voir, qui, dans le fond, vous permet de voir qu'est-ce qu'on fait. Puis, le Alouette. Parfait. Donc, j'ai partagé tout de suite le sondage pour la suite. Comme ça, les gens, s'ils veulent participer au sondage, ils auront accès. J'ai partagé également quelques textes. Donc, Pierre-Olivier est arrivé ainsi que Aya. On va demander peut-être à Aya s'il veut joindre à nous. Aya, je vais te permettre de converser avec nous. Donc, j'ai activé ton micro. Est-ce que tu es. Aya, tu es là? Oui, tu nous entends? C'est bon, c'est activé. Yaya, est-ce que tu es là? Oui. Désactiver. On va aller chercher Pierre. Pierre, si tu peux converser, est-ce que tu peux lever un flag? Je vais t'activer. Pierre-Olivier. En bas, tu as la main, que tu peux cliquer sur la main ou encore Charles Brabant, si vous voulez vous manifester. Dans le menu, en bas, vous avez en bas la possibilité de lever une main. Donc, si vous levez une main, je peux vous permettre de converser avec nous. Donc, je vous autorise à communiquer avec nous. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Donc, bienvenue chez vous, bienvenue dans la belle famille Batimatech. Juste peut-être nous dire la raison pour laquelle vous joignez à nous aujourd'hui puis vos attentes. En fait, moi, je suis un consultant en lean manufacturing. Puis en lean manufacturing, ça fait de très, très longtemps qu'on fait la promotion de l'achat local et des supply chains courtes et efficaces. Donc, je suis particulièrement intéressé dans le contexte actuel davantage par le sujet. OK. Puis où est-ce que vous avez entendu parler de ce webinaire-là? Oh mon Dieu, je pense que c'est par l'entremise du email du STIC, je OK. crois. OK. Du stick? OK. Oui. C'est bon. Parfait, bravo. Donc, si jamais vous avez des questions, on vous invite à les formuler, puis je le dis à tout le monde également en cours de route. Puis éventuellement, on va lui répondre. Donc, si vous avez déjà eu les questions vont être acheminées à Pierre Daigneault directement. Parfait. Ça vous va? Merci, bienvenue chez vous. Merci. Je ne sais pas s'il y en a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Je vois que Marc Benoît est arrivé. Est-ce que Marc, tu veux que je te donne éventuellement la parole? Tu lèves la main. En bas, il y a la possibilité de lever un flag. Ça me permet de te voir ressortir du lot et de pouvoir te permettre de t'exprimer. Donc, il est 11h56. Ça commence habituellement à midi 5 au plus tard. Puis, généralement, on présente Batimatech et ensuite, on présente la présentation de M. Daigneault. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter, M. Daigneault, avant que ça débute? Peut-être pas là. Il est désactivé. M. Daigneault? Oui, Pierre, vous êtes là? Oui.
OK. Donc, peut-être mettre en contexte les gens de votre expérience, puis on pourra pousser plus loin après, là, mais qui vous amène aujourd'hui à être invité comme conférencier à Batimatech. Oui, alors, mon expérience, en fait, j'ai pas la prétention, on vient de constater qu'il y avait M. Brabant, par exemple, qui vient de se présenter. J'ai pas la prétention d'être un spécialiste en lean manufacturing ou en fait même en supply chain. Cependant, on a chez nous, chez BSBShare, qui est l'entreprise que je représente, évidemment mis de l'avant un outil qui sert en fait aux entreprises à interagir entre eux et faire du partage, si on veut, d'inventaire d'une entreprise à une autre. Et dans ce cadre-là, évidemment, pour nous, on favorise énormément tout ce qui est l'approvisionnement local ou l'économie locale dans ce contexte-là. Et on offre cet outil que l'on a mis de l'avant, en fait, qui porte le nom de BSBShare. Alors, dans ce contexte, on a toujours dit, nous, lorsqu'on a développé la plateforme BSBShare, que, évidemment, c'était un outil qui était essentiel ou tout au moins très utile pour les entreprises. On le vit depuis maintenant quelques années. Mais on avait toujours aussi, on mentionnait toujours à ceux qui voulaient bien nous entendre que dans un contexte où l'économie deviendrait, si on veut, dépressive un peu comme on le vit actuellement, eh bien, le partage ou l'économie locale deviendra encore évidemment plus probant, plus important. On était loin de se douter qu'on vivrait une situation comme on la vit actuellement avec le COVID, qui évidemment précipite le tout et ramène énormément, si on veut, la réflexion vers cette importance de faire de l'approvisionnement local ou de l'économie locale comme telle. Alors, mon background est davantage au niveau légal, si on veut. J'ai une formation juridique, mais évidemment, dans le cadre de BSBShare, évidemment, je suis impliqué et pour nous, c'est une mission que de ramener cette économie locale et favoriser évidemment l'interrelation entre les entreprises, notamment au niveau des inventaires, donc l'approvisionnement. D'accord. Merci. Merci, Pierre. Donc, on va laisser encore quelques temps aux gens de s'ajouter à nous. Là, je vois qu'il y a certaines personnes qui se sont joints, comme Carole Dessureau, Annick Brouillard et d'autres. Donc, si jamais vous voulez vous manifester, levez une main. Peut-être qu'on peut interagir avec vous avant de débuter. Je ne sais pas si, Carole, tu veux te joindre à nous. Juste me mettre en bas, vous avez dans le menu la possibilité de peser sur une main. À ce moment-là, on peut vous activer. Etc. Donc, je dis la même chose à Marc Benoît si jamais tu veux te manifester. Salutations à Annick, à Sylvain, à Pierre-Olivier. Bienvenue chez vous. Et André qui vient de se joindre à nous. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une présentation davantage de Batimatech, puis vous mettre en contexte pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Donc, voilà. Donc, encore une fois, Batimatech se veut, je vais vous le présenter, ce ne sera pas long. Donc, Batimatech se veut un organisme à but non lucratif, donc catalyseur du milieu de la construction, des technologies et du développement durable, et qui a pour mission de favoriser l'innovation, la collaboration, l'agilité et l'intégration des meilleures solutions numériques dans notre écosystème, nos institutions. Et c'est un OBNL, donc depuis le 1er novembre, constitué d'un conseil d'administration que je vais vous présenter tantôt. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'une idée. C'est moi qui ai parti l'idée. J'ai parti l'idée, j'ai développé le concept, puis j'ai organisé le tout avec une agence qui s'appelle Sim5. Et c'est à partir de là qu'on a créé le concept Batimatech. Mais aussi, grâce au conseil d'administration, au comité aviseur qu'on a eu, on a pu définir davantage la mission qu'on s'est donnée. Aujourd'hui, on reçoit pour l'approvisionnement local entre entreprises la solution durant et après la crise. On reçoit Pierre Daigneault. Donc, Pierre Daigneault de la société BSBSshare, qui est également membre de Batimatech, l'organisme en question. Le déroulement de la présentation aujourd'hui, on va avoir, comme à l'habitude, ça commence à midi. On a le mot de bienvenue, l'introduction de fonctionnement. Pour ceux qu'on vous explique brièvement le fonctionnement, vous avez la possibilité de formuler des questions, possibilité d'écrire en général à tout le monde et également plus tard de répondre à un sondage. Certains d'entre vous pourraient éventuellement avoir la parole également si vous le souhaitez. Pierre est très ouvert. On va avoir vraiment une belle période de questions possible avec lui. Et peut-être même entre intervenants, ce serait possible également, par exemple, que M. Brabant, vous pourriez intervenir comme co-animateur avec moi en cours de route. Donc, on continue. Les contacts, donc si vous souhaitez entrer en relation avec, que ce soit avec Pierre ou avec moi, vous avez nos coordonnées. Ce document-là va vous être également acheminé. Vous pouvez faire des copies d'écran, il n'y a pas de problème.
Donc, Pierre Dagneau, Francis. Ensuite, vous avez le questionnaire. Donc, vous allez avoir un genre de mini-questionnaire qui, à la fin, que vous allez recevoir soit par courriel ou répondre en ligne. À droite, on vous a mis le tout. Lien vers le sondage. Au niveau du programme PAC COVID, là, au même titre qu'un programme présentement de 40 000 par les banques à travers le gouvernement, ça fonctionne très bien. On appelle ça une demande no-brain. Tu remplis la demande, tu réponds à une couple de questions au niveau des RH. C'est une entreprise profitable. Puis bingo, tu vas recevoir ton 40 000. Dans ce cas-ci, on parle également d'une aide financière pour permettre à votre main-d'œuvre de demeurer active, demeurer présente dans votre payroll, dans votre écosystème. Et à travers le programme du gouvernement du PACME, c'est possible de faire une demande auprès d'Emploi Québec, bien formulée, attacher un programme de formation pour vos employés, que ce soit en télétravail, que ce soit parfois pour apprendre justement l'usage d'applications, travail à distance, plein de formations. Donc, c'est possible de formuler des demandes et Batimatin pour éventuellement vous accompagner dans ces dites demandes-là pour voir également si vous vous qualifiez. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une demande à remplir au gouvernement du Québec, mais il faut attacher également une offre de service de formation. Et à ce moment-là, qui sait, vous allez avoir 75 de votre main-d'œuvre va vous coûter juste 25 en gros, plus la subvention, elle occupe 100 au niveau grosso modo. Mais ça serait à détailler, là. Ça, c'est... Donc voilà, ça c'est intéressant pour vous. Au niveau de la gestion de projet à l'ère du numérique, c'est un webinaire qu'on a eu avec Jessica Lelièvre, donc un de nos premiers webinaires. On en a eu également au niveau du télétravail, pourquoi et comment, avec M. Robert Meunier, qui est également membre du CA de Batimatech. On le fait également avec Denis Ménard, opérer son entreprise en temps de crise, avec Denis Ménard, qui est lui aussi membre du conseil d'administration. Et enfin, on a eu un volet sur la force majeure dans le secteur de la construction avec Sandrine Tremblay et Catherine Ducharme, en lien avec le volet plus RH de ce milieu, en lien justement avec tout ce qu'on a vécu et qu'on vit encore avec le COVID. Et Sandrine Tremblay fait partie du conseil depuis le début à titre de secrétaire. Puis enfin, on a la construction, la technologie de la construction, comment être plus performant avec moins de ressources. Ça, c'est la présentation qui a eu lieu mardi. Je tiens à rappeler que l'ensemble des présentations que je viens de vous présenter sont en ligne, donc on peut éventuellement les regarder à nouveau via la plateforme de Batimatech qui vous renvoie soit sur Zoom ou soit sur le site de YouTube. L'approvisionnement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, et le prochain va être sur la nouvelle réalité de la collaboration en temps de distanciation avec Louis-Philippe Bolduc de la compagnie A+, Avantage Plus. On va avoir aussi sur l'IoT, donc Internet des objets dans le secteur de la construction. On a deux invités. On a René Breyel de la compagnie IoT Canada, mais aussi de Claridion. Également, Yaya El-Iraki, la présidente de MySeat, une solution technologique connectée. Donc ça va être intéressant. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent pour le mois de mai, des webinaires. Donc, Batimatech fait partie des 9 trade shows au Canada. On s'entend que le prochain trade show ne sera pas en septembre, mais plutôt probablement en 2021, mais on oriente tranquillement le tout. Et ce qu'on veut vous montrer à travers ce visuel-là, c'est également notre capacité à catalyser le secteur, avoir également la parité au niveau de la participation, puis également d'avoir une variété d'intervenants, que ce soit des firmes d'architectes, des firmes d'ingénierie, des promoteurs immobiliers, l'ensemble des acteurs en fait, du secteur de la construction qui se rassemblent enfin dans un lieu pour faire évoluer le secteur vers le numérique. Le conseil d'administration, on retrouve des gens de plein d'horizons, dont Annie, Denis, Serge, Robert, Jean-François, Jeffrey, Sandrine, Martine et Cindy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois la place pour des observateurs. Récemment, on a eu accueilli des gens de chez Pomerleau. Avant ça, on avait accueilli des gens des consultants. Donc, l'idée, c'est qu'on ajoute à l'occasion des intervenants. Donc, peut-être que vous-même pourriez être un observateur lors de notre prochain CA ou qui sait, membre d'un comité aviseur qu'on veut créer sous différents aspects pour développer encore plus le concept. L'accompagnement des entreprises, donc les entreprises se doivent maintenant d'aller vers le numérique, donc que ce soit au niveau du BIM, que ce soit au niveau des outils applicatifs, chantiers, bureaux, que ce soit l'impression 3D, que ce soit la robotisation, l'exosquelette, également tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on Batimatech est en train de jouer un rôle là-dedans pour vous accompagner.
peut-être même utiliser le programme du PAC pour avancer là-dessus. Les membres de Batimatech, je pense que vous voyez un certain nombre de logos. Le vôtre n'est peut-être pas là, donc c'est possible pour vous de le devenir. Donc, c'est très varié. Donc, on a à la fois des gens comme par exemple du Fonds, mais on a aussi des gens Ange Québec. On a des sociétés comme Driven, Pharonix, des firmes d'avocats et compagnie. Donc, voilà. Et des firmes dans l'immobilier également qui se sont joints à nous. Devenir membre pour Batimatech, ça veut dire quoi pour vous? Brièvement, ça veut dire un soutien pour favoriser le mariage dans votre écosystème, des réductions évidemment, puis une mensualité par mois ou un frais fixe par année, 295 ou 30 par mois, grosso modo. Puis l'objectif, c'est d'éventuellement leur faire une vitrine technologique où chaque membre pourra avoir une description davantage de son offre de service et également peut-être un relais dans nos différents communiqués, relais, etc. Infopresse et LinkedIn et toutes les autres plateformes. Moi, je suis Francis Bissonnette, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur, initiateur et concepteur du concept Batimatech et à travers ça, j'ai une expérience dans le secteur associatif construction pendant plusieurs années, en plus d'avoir complété une maîtrise au début des années 2000. Voilà. Donc, je vais redonner la parole on va resaluer les gens. Je vais redonner la parole à Pierre. Et Pierre va pouvoir commencer sa présentation. Donc, Pierre, tu peux partager ton écran. Et avant de commencer, s'il y en a qui ont des questions en cours de route, pour ceux qui viennent d'arriver, gênez-vous pas. Vous avez une section qui s'appelle QR qui permet de poser des questions et on peut éventuellement y répondre ou converser carrément dans la conversation, échanger avec l'ensemble. Donc, je te donne la parole, je te cède la parole, Pierre. Excellent, bonjour. Alors, bonjour à tous. Alors, comme je mentionnais d'emblée tout à l'heure, alors, loin de moi de vouloir me positionner comme étant un expert en approvisionnement, ou tout au moins en chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, on est évidemment au sein de notre organisation, on touche et on vise principalement les entreprises, en fait exclusivement les entreprises, donc le B2B. Et ça nous amène évidemment au quotidien à travailler et à intervenir avec des entreprises de tout azimut et évidemment d'être impliqué aussi au quotidien dans l'accompagnement, si on veut, via notre plateforme au niveau de l'approvisionnement pour les entreprises. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, je vais vous faire un résumé un peu de la situation d'avant et après la crise, évidemment, qu'on vit actuellement, qui est certainement un changement de paradigme, ou ça va provoquer un changement de paradigme auprès d'énormément d'entreprises au niveau des approvisionnements. Lorsqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, évidemment, ou communément appelé, si on veut, le supply chain, alors évidemment, c'est l'ensemble de tous les intervenants à l'intérieur, même si on veut, de la fabrication d'un bien ou d'un produit, partant évidemment des extracteurs aux transformateurs, à la distribution et tout, et tout, et tout. Alors, c'est de ça dont on parle principalement. On sait qu'actuellement, que la chaîne d'approvisionnement au Canada, évidemment, c'est un moteur de l'économie. Ça représente des retombées économiques majeures. On voit les chiffres actuellement et c'est certainement un secteur d'activité fort intense, si on veut, dans la création d'emplois également. Alors, donc, de travailler au Canada, ça a tout son sens dans le contexte de chaîne d'approvisionnement. Ça favorise évidemment ce qu'on appelle l'économie locale. Par contre, évidemment, aujourd'hui, les technologies et toutes les technologies de l'information, évidemment, depuis des décennies, nous ont permis et ont permis aux entreprises, évidemment, d'aller pouvoir s'approvisionner à l'extérieur de zones territoriales de proximité, ce qui fait en sorte que donc, on a délocalisé, si on veut, les chaînes d'approvisionnement vers l'étranger. Alors donc, aujourd'hui, nombre d'entreprises sont évidemment sur un mode d'approvisionnement vers des pays souvent émergents. Et les conséquences, évidemment, ou tout au moins les avantages de ça, c'est de minimiser les coûts. Ou le raisonnement derrière ça, c'est de minimiser les coûts parce qu'évidemment, en faisant affaire avec des pays émergents, on peut citer la Chine et d'autres pays. Alors évidemment, les salaires et souvent même les produits de base sont moins coûteux, ce qui fait en sorte qu'on réduit nos coûts de production en faisant de ce qu'on appelle communément de l'outsourcing vers des pays autres que les pays dont nous sommes situés. Ça permet également, évidemment, de réduire les stocks sur place, c'est-à-dire, évidemment, si on fabrique ou
on s'approvisionne à l'étranger. Alors souvent, localement, on est appelé à avoir moins de stock, moins d'inventaire. Et donc, ça représente également aussi une économie de coûts ou tout au moins d'éviter de geler du capital là, sur le maintien d'inventaire comme tel. Le constat actuellement, évidemment, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est que la crise du COVID-19, ça illustre bien les nombreuses évidemment, la chaîne d'approvisionnement telle qu'elle est actuellement soit versée vers ou orientée vers l'étranger. Eh bien, ça crée un phénomène de vulnérabilité, si on veut, par rapport à notre façon de faire les choses au Canada, par exemple. On a découvert, évidemment, qu'on perd, les conséquences, c'est une disparition des marges de manœuvre nécessaires pour absorber les perturbations. Alors, s'il y a une chose qu'on va certainement retenir de cette crise du COVID-19, excusez-moi, COVID-21, je pense déjà aux autres, c'est qu'il n'y a plus rien qui va se faire comme avant. On va vouloir être en proximité. On le voit à différents niveaux, que ce soit juste de fabrication de produits. On a vu tout récemment, pour donner un exemple assez cocasse, même en temps de crise, on tente et on est tenu, par exemple, comme pays, d'aller s'approvisionner à l'extérieur, par exemple en masques ou en produits hospitaliers. Puis on a vu récemment, en fait, il y a 48 heures, qu'il y a 2 avions qui sont revenus de Chine, du gouvernement canadien, vides. Alors, ça fait encore une fois démontrer comment on est vulnérable par rapport à un approvisionnement local à l'étranger. Alors, le libre-échange, donc, et la mondialisation sont donc à l'origine d'une grande partie des problématiques, non seulement en termes de dépendance, mais également au niveau écologique. Parce qu'évidemment, lorsqu'on s'approvisionne à l'étranger, évidemment, en termes de développement durable, ça a des conséquences, ne serait-ce que de penser au transport, donc les émissions de gaz à effet de serre que le transport peut occasionner, mais également aussi, évidemment, lorsqu'on parle de développement durable, il y a bien d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte qu'on délaisse en fin de compte lorsqu'on travaille sur une chaîne d'approvisionnement qui est à l'étranger comme telle. L'approvisionnement local est en général présenté en opposition à celui du libre-échange. Alors effectivement, donc, on peut quand même pas tout ramener vers un approvisionnement local. Donc, il faut évidemment mitiger notre approvisionnement local avec des objectifs, en fait, de stimuler l'économie économique dans la communauté et d'assurer une certaine souveraineté de nos approvisionnements. Mais ça ne fait pas pour autant exclure que dans certains cas, évidemment, il y a des biens ou des produits que l'on ne peut pas trouver localement. Donc, il faut arriver en fait à mitiger l'approvisionnement local avec l'approvisionnement à l'international et arriver à une balance, en fait, à un point de balance qui fait en sorte que c'est soutenable et ça ne rompt pas, si on veut, notre chaîne comme telle. Alors, favoriser l'approvisionnement local, évidemment, pourquoi? Eh bien, ça nous permet de réduire des délais, hein, travailler localement. On réalise, et on le voit de plus en plus actuellement, que la proximité, ça a des avantages. On réduit les délais de production souvent. Ça permet également de réduire les risques de perturbation. Évidemment, s'il y a un élément à retenir, c'est certainement celui-ci. Ça nous permet, comme je mentionnais également, de réduire les coûts de transport, donc en conséquence, les émissions de GES également. Ça nous permet également d'être conforme à la réglementation de notre propre pays. Alors souvent, lorsqu'on travaille sur d'autres territoires, il faut s'assurer d'être conforme, évidemment, ou il faut souvent se confondre ou se commettre avec des réglementations dont on n'est pas nécessairement familier, de travailler un écosystème réglementaire qui, généralement, on est familier. Ça nous permet également d'aider des entreprises proches de nous, donc favoriser l'économie locale. C'est le moteur même ou la raison même de travailler localement aussi, c'est-à-dire de pouvoir soutenir notre économie localement et de développer des relations d'affaires. De toute évidence, ce que l'on voit souvent, nous, sur notre plateforme, c'est des entreprises qui se découvrent et qui, par la suite, réalisent qu'ils ont des atomes crochus qui peuvent devenir des relations d'affaires. Donc, ça permet également, évidemment, en travaillant localement, de découvrir qui est dans notre écosystème de proximité et avec qui on peut évidemment collaborer autrement que juste par des fournisseurs de biens et services. Souvent, ça peut devenir aussi des clients potentiels. Alors, pour amener une économie locale, alors, il y a des stratégies potentielles. Ceci ne sont que des pistes
pour orienter un peu la réflexion. Alors, évidemment, la première stratégie, évidemment, c'est de ne pas de ne miser jamais sur un seul fournisseur. Alors, encore une fois, dans un passé, j'ai été appelé à intervenir auprès d'une entreprise de Montréal qui est un manufacturier, en fait, qui fabrique des produits, des bénisteries. Et cette entreprise, lorsqu'elle m'a sollicité, en fait, elle était en état de panique. C'est-à-dire que son principal fournisseur, en fait, son principal client était un client canadien qui a découvert l'avantage ou les prix qu'on pouvait retrouver, par exemple, en Chine. Alors, ce client lui a demandé au fournisseur avec lequel je travaillais, en fait, de pouvoir avoir des meilleurs prix compte tenu des prix qu'il pensait pouvoir avoir en outsourçant à l'étranger, en Chine notamment. Alors, ça a créé évidemment un bouleversement à l'interne chez lui. Alors, ce qui est important, c'est de jamais compter sur un seul client ou un seul fournisseur. Il faut toujours s'assurer d'avoir, en fait, une panoplie de fournisseurs potentiels. Et souvent, et dans bien des cas aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que les chaînes d'approvisionnement ont été centrées sur un seul fournisseur à l'étranger. Et donc, si on revient vers le Canada, une des stratégies, évidemment, c'est de trouver quelques fournisseurs qui nous permettent de pouvoir, évidemment, avoir un plan de contingence en cas de problématique avec un fournisseur ou un autre. Également, une seconde stratégie potentielle, évidemment, c'est de cartographier notre chaîne d'approvisionnement. Alors, chaque entrepreneur ou chaque chef d'entreprise est évidemment très occupé et dans bien des cas, on n'a pas le temps de regarder nos processus internes, nos chaînes d'approvisionnement, puis on est plus en mode réactif que proactif, si on veut. Alors, c'est important, évidemment, d'identifier nos maillons forts et nos maillons faibles à l'intérieur de notre chaîne d'approvisionnement actuelle. Le temps est propice à ça aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on est moins occupé parce qu'on est tous rabattus chez soi, mais c'est une démarche importante que de cartographier notre chaîne d'approvisionnement puis de tenter de voir comment est-ce qu'on peut la ramener de façon un peu plus locale. Évidemment, ce qui est important, c'est de rapatrier la production au Canada si on le peut. Comme je le mentionnais tantôt, évidemment, on peut ramener ou on peut tenter de fabriquer nous-mêmes, en fait, la totalité de nos produits, nos pièces qu'on a délocalisées en temps normal vers l'Asie, ou on peut tenter, si on veut, de trouver des fournisseurs qui nous permettent au Canada de travailler en proximité. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais on a quand même un écosystème manufacturier canadien qui est assez éloquent. Et lorsqu'on se donne la peine, on trouve généralement, en fait, des fournisseurs de proximité ou des fournisseurs qui sont en mesure localement de répondre à nos besoins. Ce qui va être important également de garder en tête dans ce contexte-ci, c'est lorsqu'on va revenir après COVID-19, c'est d'éviter de tomber dans nos vieux paradigmes et de continuer de s'approvisionner strictement qu'à l'étranger dans la mesure où c'est ce que l'on fait comme entreprise et de mettre en place un plan qui nous permet de rapatrier localement tout ce qu'on est en mesure de faire avec des entreprises de proximité. On sait que l'économie locale actuellement prend tout son sens. On entend parler à droite et à gauche. Le phénomène de la COVID, évidemment, est propice à ça. Il y a une initiative qui a été mise de l'avant, par exemple, pour le B2C, donc pour favoriser le consommateur à consommer localement. Donc, on a tous entendu parler de cette initiative qui est promue par le gouvernement, qui porte le nom du panier bleu. Alors, c'est une belle initiative, évidemment, qui ramène la réflexion vers une économie locale. Et dans ce contexte-là, le projet est certainement tout désigné. De notre côté, en fait, chez BizBizShare, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on est un marketplace, on est une place de marché qui permet aux entreprises, et notre clientèle n'est que des entreprises, donc on permet aux entreprises, en fait, de pouvoir partager entre eux leurs inventaires, leur surplus d'inventaire ou leurs équipements également. Donc, on peut penser aussi à la possibilité de partager des équipements localement. Alors, notre mission, notre but, notre raison d'être, effectivement, c'est d'optimiser, si on veut,
ou de permettre aux entreprises d'optimiser leurs ressources internes en le partageant localement. Et ça, on peut le faire évidemment grâce à la technologie. Aujourd'hui, donc, on a la capacité d'offrir aux entreprises de partager entre elles en proximité des surplus d'inventaire ou des surplus d'équipements ou de trouver de ces inventaires localement. Alors, c'est ce que l'on fait. Et dans le contexte actuel, évidemment, là, nous, notre modèle économique, généralement, est basé sur des frais transactionnels, mais compte tenu de la situation actuelle, on a éliminé nos frais actuellement pour favoriser justement que les entreprises puissent participer davantage à ramener cette chaîne d'approvisionnement localement en utilisant des outils comme le nôtre, par exemple. Alors, grosso modo, c'est un peu le résumé que je voulais faire au niveau des avantages comme tels de ramener une économie ou une chaîne d'approvisionnement vers le local. Alors, s'il y a des questions, je suis ouvert à toute question ou à commentaires ou suggestions ou en fait à différents éléments qu'on peut réfléchir ensemble dans le cadre de l'économie locale. Je tiens à préciser que, et M. Baraban, qui est sur l'appel, en fait, tout à l'heure, on a eu la chance, on a un participant qui porte le nom de M. Baraban, qui semble être un spécialiste, ou en fait, qui se positionne comme un spécialiste, notamment dans ce segment de l'approvisionnement local ou des chaînes d'approvisionnement. Et de ce qu'on a pu concevoir tantôt, c'est que c'est une personne qui favorise énormément ou qui prône cet approvisionnement local. Alors, M. Baraban, n'hésitez pas si vous avez des points à rajouter, je serais certainement très intéressant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super initiative, vraiment très intéressante. Puis la seule chose que j'ajouterais à ça, c'est que même de nos jours, les coûts de main-d'œuvre qui étaient la justificatif pour faire de l'offshoring en Asie ont beaucoup augmenté. Ce qui fait que même sans mettre l'argumentaire de la flexibilité et de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, même d'un point de vue coût, on est rendu à un point où on est capable de compétitionner de plus en plus, surtout en ajoutant de la technologie. Bon, tout le monde entend parler d'Internet of Things puis d'intelligence artificielle, mais nos entreprises ont beaucoup de potentiel latent à s'améliorer. Et moi, je pense qu'on arrive. Le COVID, ce n'est qu'une, comment je dirais ça, la goutte qui va faire déborder le vase pour remettre davantage auprès de nos gouvernements et des instances gouvernementales, en effet, l'importance de s'approvisionner localement. C'est bon pour la flexibilité, la sécurité, le lead time, le service client, même les coûts. Donc, moi, je pense qu'on est rendu là. Puis, c'est une question de temps avant que nos gouvernements investissent davantage dans… On entend beaucoup parler de reshoring. Là. On entend beaucoup le président Trump qui parlait de ça puis qui était souvent vilipendé parce qu'il ne le fait pas nécessairement de la bonne façon, parce qu'il y a des choses extrêmement bénéfiques au reshoring. Ce n'est pas un repli sur soi-même, au contraire. Donc, moi, j'applaudis cette initiative-là. C'est excellent. Maintenant, il faut aider nos entreprises à justement à réaliser le potentiel qu'ils ont autour d'eux, carrément localement. Là. Oui, et merci du commentaire. Puis effectivement, il y a une prise de conscience chez nous. En fait, on a aujourd'hui tout près de 1500 ou 1600 entreprises actuellement qui participent à notre plateforme ou qui transigent notre plateforme. Et on est très près de nos clients. Donc, on le voit, notamment actuellement dans le cadre du COVID. On est sollicité à droite et à gauche d'entreprises qui cherchent des produits, des matières premières, des inventaires de produits de base pour fabriquer justement pour des produits médicaux qu'on a de besoin. Là. Alors, on voit cette initiative où les gens se retournent actuellement parce qu'il y a un besoin vers le local. Et je crois effectivement dans la même pensée que vous, c'est qu'on s'en va vers… ça va changer les paradigmes actuellement de cette crise que l'on a vécue. Les gens réalisent que il y a en fait, l'économie qu'on aurait pu faire au niveau de s'approvisionner à l'extérieur, ne serait-ce qu'au niveau de la main-d'œuvre, comme vous mentionniez, M. Brevan. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre et on voit qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont obligées de fermer parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un plan de contingence pour s'approvisionner localement. Alors, les économies qu'on aurait pu faire dans le passé parce qu'on avait une chaîne d'approvisionnement à l'étranger, aujourd'hui, ça ne nous aide pas plus parce qu'il y a des entreprises, parce qu'ils n'ont pas ce backup, ce plan de contingence, sont obligés de fermer leurs portes.
Alors, de toute évidence, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Là. Ouais. Je vais vous garder les trois, c'est-à-dire Pierre, Charles. Charles, tu peux rester avec nous. J'ai Carole qui voulait intervenir. Carole Tessureau. Allez-y, Carole, on vous a donné Bonjour le tout le micro. monde. Bonjour. Ça fut fort intéressant. Hein. Merci. Puis ça va, en tant que gestionnaire de vos achats, ça va me donner peut-être quelques arguments auprès de la haute direction là, pour avoir des excellentes conversations avec eux. Je pense que oui, on en est rendu là. Et sans que le COVID arrive, je pense qu'il y avait déjà eu quelques réflexions à ce niveau-là. Je voudrais quand même sensibiliser les gens que tous les services d'achat et d'approvisionnement dans les entreprises ont énormément de pression quand vient le temps là, de parler de coûts d'acquisition de composantes, d'articles et tout ça. Et l'argument de faire un achat local avec tout ce qui peut peut-être venir d'une façon plus qualitative que quantitative était très peu écouté. Est-ce que, moi, je me pose la question, oui, il y a une ouverture de la part de la direction de chez nous, mais on aura besoin, nous, les approvisionneurs, les acheteurs, à travailler extrêmement fort pour monter des tables de calcul où on peut démontrer les avantages locaux. Parce qu'en ce moment, on sait très bien là, que les réductions de gaz à effet de serre, chez nous, chez Pélican, ça fait 1 an et demi là, qu'on a comité d'environnement, tout ça, mais ça n'a jamais vraiment calculé dans le bilan financier de l'entreprise, bon, etc., etc. Alors, je ne dis pas que les directeurs ou la haute direction est fermée. Toutefois, c'est un virage à 180 degrés, là, parce que jusqu'à le mois de février, l'objectif numéro 1 de la plupart des acheteurs était « faut que tu trouves des économies, il faut que ça coûte moins cher, il faut qu'on soit plus compétitif sur le marché ». Donc, je suis curieux. J'ai hâte, je trouve que c'est un nouveau challenge pour nous tous. Puis je croise les doigts là, qu'on favorise de plus en plus le local. Mais on va avoir besoin d'aide aussi pour faire la promotion de ces choses-là. Alors, c'était plus un commentaire qu'une question. Mais j'ouvre une discussion aussi. Et je ne sais pas si il y a d'autres gens là, qui sont spécialistes achats à pro dans ce webinaire-là, mais on va avoir du pain sur la planche, je peux vous le dire. Merci du commentaire. Puis en fait, effectivement, c'est un enjeu parce qu'effectivement, dans la majorité des cas, ce qui dicte en fin de compte l'approvisionnement, c'est effectivement les coûts. Chez nous, nos clients sont souvent justement des personnes comme vous, c'est-à-dire des gens qui travaillent au niveau des achats dans les entreprises. Alors évidemment, on est conscient que les gens recherchent davantage un coût. Par contre, ce que je rajouterais, puis ce qui peut favoriser, c'est certainement ce que vos dirigeants ont réalisé, c'est qu'on parle de sécurité ici d'approvisionnement versus des coûts. Et à un moment donné, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on le prend sur un long échéance, à court terme, on peut peut-être faire des économies en achetant à l'extérieur, mais lorsqu'il advient des situations extraordinaires comme celle-ci, c'est là où on réalise qu'on est vulnérable parce qu'on était basé strictement sur des approvisionnements où on avait une chaîne d'approvisionnement qui était externe. Alors, de temps en temps, et peut-être que la réflexion, puis je pose la question, ou pour moi c'est une observation, peut-être que ce contexte-ci va faire en sorte effectivement que les directions d'entreprise vont se dire, ben, la sécurité d'approvisionnement est excusez l'expression anglophone, le paramount, c'est-à-dire passer avant le meilleur coût possible. C'est à souhaiter en tout cas, parce qu'effectivement, ça a énormément d'incidence par la suite. Et surtout, si on rajoute, vous l'avez mentionné, l'élément du développement durable, qui est aujourd'hui évidemment non plus seulement qu'un discours au niveau des entreprises, mais c'est rendu, on passe à l'action. Les entreprises aujourd'hui se tournent vers le développement durable. On sait que nos gouvernements aujourd'hui adoptent des politiques. Au Québec, notamment, on a une politique de développement durable. Le gouvernement est excessivement axé vers ce domaine-là. Alors, quand on a cette conscience comme entreprise, l'approvisionnement local permet effectivement de favoriser l'économie locale, entre autres. Et ça rentre à l'intérieur de, si on veut, et de créer des emplois aussi, hein, parce qu'évidemment, lorsqu'on a une chaîne d'approvisionnement à l'extérieur, évidemment, c'est au détriment d'emplois locaux. Alors, tous ces éléments rentrent à l'intérieur, si on veut, d'une stratégie de développement durable, c'est-à-dire protéger des emplois, créer des emplois, protéger également l'écosystème économique de la proximité. Et on le mentionnait tantôt également, éviter des transports
qui sont excessifs parce qu'on s'approvisionne à l'extérieur. Mais c'est un changement de paradigme. Je pense qu'il y avait déjà une mouvance, de toute façon, vous le mentionnez, mais je crois que cette situation-ci, on va faire en sorte que les gens vont revenir au boulot avec une position différente, en fait, ou une vision différente, si on veut, là, de cet approvisionnement. Ce qu'on offre, nous, chez nous, en fait, c'est justement notre outil que l'on a, c'est que on met en relation des entreprises. Généralement, sur des produits, par exemple, si on parle d'inventaire, ça va être souvent sur des surplus d'inventaire. Alors, les économies, souvent, ils sont. Alors, autrement dit, si moi, je suis manufacturier dans un créneau particulier, par exemple le métal, et que j'ai des surplus de métaux chez moi, et je veux les liquider, bien évidemment, sur BizBizShare, on va les mettre en vente à des prix inférieurs normalement qu'on trouve sur le marché. Et ça s'applique dans toutes les sphères d'activité. Alors, on croit pouvoir arrimer, si on veut, le facteur proximité avec le facteur coût, parce que les gens, évidemment, sur la plateforme, chez nous, évidemment, optimisent des biens qui, normalement, ou vont trouver des biens qui, normalement, seraient vendus plus cher au détail, là, comme tel. C'est bon. C'est bon. Est-ce que Charles, tu veux ajouter quelque chose? Oui, Madame Dessureau, c'est bien intéressant ce que vous mentionnez, qu'il y a beaucoup de pression sur les départements d'achat au niveau des coûts unitaires. Je vais vous inviter à faire peut-être quelques petites choses. De plus en plus sur l'Internet, là, on peut trouver des calculateurs. On appelle ça le Total Cost of Ownership. Oui. Donc, si vous trouvez ça sur le web, googlez ça. Il y a de plus en plus de calculateurs qui existent en ligne ou qu'on peut downloader pour des frais minimums, qui nous amènent un paquet d'éléments auxquels on ne pense pas de facto sur les coûts d'acheter en Asie ou ailleurs dans le monde non local. Ça, c'est un élément. J'aimerais aussi porter à votre attention pour essayer de vous donner de l'argumentaire auprès de vos dirigeants et de vos patrons. Les coûts de gestion qui sont associés à l'achat overseas sont souvent très élevés. Donc, à l'interne, on doit se doter de gens qui sont des relanceurs approvisionneurs et souvent, on est obligé d'avoir des agents en Chine, des intermédiaires. Il y a des coûts associés à ça, les coûts de qualité, les coûts d'obsolescence, étant donné que souvent, on va venir par conteneur, ça prend 3 mois. Si le marché change, qu'est-ce qu'on fait avec ces inventaires-là? Et quelque chose qui est très subtil, en fait, un petit peu plus subtil, puis que souvent, on omet de mettre dans nos calculs de coûts d'opportunité. Qu'est-ce que ça vaut de réduire notre lead time de prise de commande à livraison client et qu'est-ce que ça vaut en part de marché pour nos clients? Et est-ce que je suis capable d'aller me chercher des marchés additionnels parce que mon lead time de livraison client a été réduit de 50-75%? Si la réponse est oui, c'est quoi l'ampleur? Qu'est-ce qu'on peut estimer comme ampleur? Et c'est quoi la profitabilité attachée à ces produits-là? Quand on a cette perspective-là en tête, le retour sur investissement devient beaucoup plus rapide. Fait que je vous ai lancé quelques pistes, mais ça peut servir d'argumentaire éventuellement dans votre organisation. Merci, c'est fort apprécié. En fait, je pense intuitivement, tout ce qui vient d'être discuté, là, on l'avait intégré un peu dans nos réflexions, notre façon de présenter des business cases, des solutions, enfin bref, peu importe. Puis je pense que le moment présent fait en sorte que, oui, on va essayer de se cadrer un peu plus puis utiliser tous ces outils-là définitivement. Puis, moi, ça fait des années que je fais de l'approvisionnement, du global sourcing. Là. Donc, j'en ai eu souvent des arguments du pour et du contre. J'ai même eu des prises de bec, des fois, avec des présidents de ma compagnie en lui disant « Il y a un coût à la Chine, n'est-ce pas? » Alors, oui, c'est une belle opportunité. Puis merci beaucoup, là, ça me donne des bons... j'ai pris ça en note, puis je vais avoir du travail à faire dans les semaines qui viennent. Alors, je sais pas, on compte sur vous, puis moi, je crois beaucoup à ça, qu'on est capable de beaucoup s'améliorer en achetant local, mais aussi il y a un potentiel dans nos entreprises d'être beaucoup plus productifs et de réduire leurs coûts également. Oui. Moi, j'en vois beaucoup de PME dans ma vie, puis à chaque fois, il y a du beau potentiel, il y a des gens avec du bon vouloir, mais qui ont besoin des fois d'être un petit peu plus organisés ou un petit peu plus performants dans leurs opérations pour réduire leurs coûts. Mais il y a du potentiel. Tout à fait. D'accord, merci. Merci beaucoup. Là, on vous laisse quand même, on vous garde quand même en ligne. Pierre, j'ai également Sylvain Larivière qui est avec nous.
qui avait formulé une question, donc on peut lui répondre. Est-ce que, Sylvain, tu veux lire ta question, s'il te plaît? Oui, ben c'est un peu en lien avec qu'est-ce qu'on remarque. Moi, je suis à Développement économique Sept-Îles, donc on a comme une cellule pour aider là, nos PME dans la région pour pouvoir faire face à la crise puis commencer à travailler sur la relance, la réouverture aussi. Puis on constate que là, actuellement, on veut faire la réouverture, mais en même temps, il faut comme avoir des mesures sanitaires, de distanciation physique et tout. Puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le gouvernement a beaucoup fait l'emphase sur le fait que les équipements de protection individuelle doivent aller vers le système de santé, ça on comprend bien. Mais si on veut faire un plan de réouverture, il faut bien équiper aussi, bien outiller nos entreprises. Puis, les produits sanitaires, les EPI et tout ça, il y en a de moins en moins où ça coûte de plus en plus cher. C'est que je voulais juste voir est-ce que la plateforme comme BizBizShare a comme une gestion d'équipements ou en tout cas des inventaires qui sont liés aux produits sanitaires, puis également par rapport là, aux équipements de protection individuelle? Bon, alors nous, chez nous, évidemment, chaque entreprise est libre de mettre à la disposition des autres ce qu'ils souhaitent mettre de disponible. Alors, on y retrouve évidemment des inventaires de toutes sortes. Dans le contexte actuel, on a énormément de mise en relation pour des entreprises manufacturières au Québec qui changent, par exemple, leur vocation à court terme pour pouvoir satisfaire les besoins justement en produits d'hygiène. Alors, on a eu dans les dernières semaines beaucoup de requêtes pour trouver des plastiques, par exemple, particuliers pour faire des visières ou trouver des produits de base pour convertir, si on veut, ou pour faire du gel pour les mains, puis ainsi de suite. Alors, on a beaucoup de ces demandes. Chez nous, en fait, lorsque vous êtes membre chez nous, et en fait, c'est gratuit de devenir membre, là, on a un moteur de recherche sur la plateforme qui vous permet de trouver ou de faire des requêtes pour savoir ce que vous recherchez. Je serais malvenu de vous dire qu'est-ce qu'on peut tout retrouver sur la plateforme parce qu'on a aujourd'hui peut-être à peu près 200 millions de valeurs de marchandises ou d'équipements, si on veut, de disponibles. Et je ne les connais pas tous. Et ça évolue de jour en jour. Alors, ce que je suis porté à vous dire, c'est qu'écoutez, allez sur BizBizShare, ouvrez un compte, c'est gratuit. Puis à partir de ce moment-là, vous pouvez faire des recherches puis tenter de localiser, en fait, ce que vous recherchez. Et à défaut de trouver, je vous invite à me contacter parce qu'on a à l'interne aussi ce qu'on appelle, nous, des BizBizWiz, c'est-à-dire des gestionnaires de comptes qui, si on n'a pas sur la plateforme ce que les gens recherchent, nos clients, alors on tente de trouver, de localiser dans le marché des entreprises qui sont aptes à partager et on les invite à ce moment-là à mettre sur la plateforme ces objets et on met en relation les entreprises qui recherchent avec les entreprises qui peuvent offrir. Alors, n'hésitez pas, ça nous ferait plaisir de vous voir sur la plateforme. C'est bien. Bien, c'est ça, je veux juste voir parce que, on voit, là, il y a eu l'initiative du panier bleu là, qui est... Charles, on vous perd un peu, là. Benchmark, on a vu du côté de la France, ils ont vraiment fait une plateforme. Pardon? Allez-y, on vous perdait. OK, c'est ça. C'est juste pour vous dire, comme du côté de la France, ils ont vraiment fait une plateforme pour ces produits-là. Donc, c'était intéressant de faire peut-être de solliciter peut-être le ministère de l'Innovation ou de l'Économie pour pouvoir aider ces entreprises-là là, parce que ça va être un gros problème. Et j'abonde dans le même sens où je vous dis, on a eu une recrudescence, nous, ces dernières semaines, là, justement, je mentionnais de nos clients ou de d'autres clients, en fait, d'autres entreprises qui recherchaient ces produits, soit des produits finis, soit des produits de base, parce qu'ils voulaient rentrer, manufacturer, si on veut, répondre à la demande en faisant un changement de vocation temporaire de leur chaîne de production. Alors, il y a clairement un besoin. Évidemment, notre plateforme n'a pas été conçue que pour ça. Là. On existe quand même depuis quelques années. Alors, évidemment, c'est un amalgame de tout, mais on a trouvé ça intéressant, effectivement, que déjà les entreprises se tournaient vers nous pour pouvoir répondre à leurs besoins criants d'inventaire ou de matières premières, là, comme tel. Mais encore une fois, je vous invite à aller sur la plateforme et puis ou communiquer avec moi si vous ne trouvez pas sur la plateforme. Ça me fait plaisir de mettre l'épaule à la roue et de trouver des entreprises qui peuvent répondre à vos besoins. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvain, est-ce que ça te convient comme réponse? Oui, c'est bien.
Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai des gens qui sont en ligne, donc également, qui ne sont pas sur sur le réseau avec un ordi. Si jamais vous voulez entrer en relation avec nous, c'est plausible. Si vous avez des questions par rapport à Pierre Daigneault ou à un des participants, gênez-vous pas. C'est possible. Donc, je ne sais pas si Pierre, tu voulais ajouter des choses par rapport à la nouvelle réalité que tout le monde vit, là, qui s'appelle le changement de paradigme, comme tu l'as répété souvent, en lien avec le développement durable, en lien avec la logistique. La raison pour laquelle aussi on fait des webinaires Batimatech, c'est aussi parce qu'il y a un travail à faire au niveau du développement de solutions numériques en lien à la fois dans la logistique, dans le PropTech, puis également dans le CleanTech, qui vont devoir être déployés. Puis je pense que la solution, du moins la part de Business Shop, apporte quelque chose au niveau de la logistique, bien entendu. Oui. Oui, excusez-moi, allez-y. Vas-y, Pierre. Ah, c'est moi? OK, d'accord. En fait, oui. Ce que je peux rajouter, en fait, c'est que de notre côté, on a initialement mis l'accent sur le domaine manufacturier, évidemment, mais on est actuellement à faire un changement également ou à ajouter d'autres verticaux, notamment la construction. Alors, le bâtiment, la construction comme telle, on devient de plus en plus axé vers ce segment de marché-là également, soit pour justement le partage d'inventaire, mais également de ressources ou d'équipements, puis ainsi de suite, dans le domaine de la construction. Alors, ça aussi, ça ramène davantage, si on veut, tout ce qu'on appelle l'économie collaborative et qui favorise également l'économie locale, l'économie collaborative, parce que par défaut, on travaille davantage en proximité. Alors, on est de plus en plus axé vers ça aussi. D'accord. On a deux questions, si vous permettez. Donc, on va activer les personnes. Donc, je cherche Martin Beauchamp, puis éventuellement Julien Martel. Donc, Martin, je t'ai ouvert le micro, donc tu peux entrer avec nous. Est-ce que tu es là, Martin? Je vais tout de suite activer Julien Martel, qui pourra se joindre à nous, peut-être formuler sa question en premier. Allez-y, c'est parti. OK. Donc, Julien, est-ce que tu es là? Je vais formuler les questions qu'ils ont formulées. Donc, y a-t-il des outils disponibles pour cartographier les chaînes d'approvisionnement? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait en général chez les entreprises? Bonne question. Et sur ce, M. Baraban, vous êtes l'expert vraiment en chaîne d'approvisionnement. Je vous laisserai peut-être la parole si vous avez des outils quelconques. L'outil souvent qu'on privilégie pour faire une cartographie de ce type-là, on appelle ça une cartographie de chaîne de valeur. Wow! Mais c'est un outil dérivé du Lean Manufacturing. Est-ce qu'il y a des outils informatiques? Pas tant que ça, honnêtement. Dans le fond, c'est juste quand on fait une cartographie, là, ce qui est important, c'est d'utiliser un certain nombre de symboles de base. Dans le cas particulier des chaînes d'approvisionnement, ce qui est intéressant de cartographier ces deux éléments, c'est le flux matière. Donc, par quelle étape le flot matière passe et quelles sont les étapes de transport, d'entreposage entre les étapes. En plus je vais appeler ça, on appelle ça le flux d'informations. Donc, quels sont les systèmes ou les départements qui génèrent le mouvement du matériel à travers ça. Fait que généralement, écoute, la plupart des consultants en Lean Manufacturing sont capables de vous aider à faire un atelier qui va durer 1 ou 2 journées pour faire une cartographie, ma foi, qui fait bien du sens. Fait que de là à dire qu'il y a des outils informatiques, moi, je vous inviterai encore une fois, faites un petit Google, tapez cartographie chaîne valeur ou encore Value Stream Map, puis vous allez voir ce que c'est, vous allez peut-être même trouver des outils. Moi, je vous avoue sincèrement, je n'utilise pas d'outils parce que souvent, je le fais avec mes clients live. Maintenant, peut-être qu'il y a des outils que je ne connais pas aussi, mais à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment. Il faut vraiment s'asseoir en atelier de travail et faire la cartographie. OK. Peut-être que même le programme PAG permettrait, je ne sais pas, je pose la question, de suivre cette formation-là et d'être accompagné financièrement par le gouvernement aussi, là. Absolument. C'est un très bon point, M. Bissonnette. Absolument. Exact. Donc, il y a un programme PAG qui permet d'être accompagné, puis le cas échéant, ça ne te coûte même pas 25 % dans ces eaux-là, ou peut-être même zéro. Est-ce que ça répond à votre question, M. Martel? Donc, c'est terminé. On va aller à l'autre question de Martin Beauchamp. C'est bonjour. Est-ce possible d'offrir la possibilité de louer des équipements
via votre plateforme et comment ça fonctionne. Donc, ça s'adresse à vous, à Pierre Degnaud. Alors, la réponse est oui, tout à fait. C'est ce que l'on fait, en fait, chez nous. BizBeShare permet, en fait, de vendre, acheter, de louer. Alors, des inventaires, évidemment. On est très axé sur les inventaires parce que c'est un besoin client, mais également des espaces. On a beaucoup d'entreposage sur la plateforme, mais également des équipements tout azimut. Alors, on est vraiment là, si on veut, un marketplace pour le B2B axé sur les ressources. Et le mot ressources chez nous, c'est dans le grand sens du mot. Donc, équipement fait partie. Alors, une entreprise qui veut louer une pièce d'équipement parce qu'il veut l'optimiser, parce qu'il s'en sert peu, alors il peut certainement le mettre à la disposition de l'écosystème et trouver preneur qui va louer cet équipement-là à court, moyen ou à long terme. Et inversement, évidemment, c'est l'autre côté de la médaille. Plutôt que de faire l'acquisition d'équipements pour des besoins qui sont temporaires ou sporadiques, puis affecter notre fonds de roulement, on peut effectivement trouver sur la plateforme une entreprise qui met à la disposition des autres cette pièce d'équipement. Et donc, on peut l'obtenir à moindre coût, généralement d'ailleurs, que des commerçants qui louent des équipements comme tels, parce qu'évidemment, eux, c'est leur modèle d'affaires usuel, tandis que sur la plateforme, les entreprises qui mettent à la disposition leurs équipements pour d'autres organisations, ils le font comme surplus. Hein. Ce n'est pas un métier pour eux que de louer leurs équipements, ils le font pour les optimiser. Alors, tout à fait disponible, oui. Et c'est la raison d'être, si on veut, de cette plateforme. OK. Avant de passer à Sylvain, on peut passer à Sylvain Larivière là, qui nous dit que pour votre information, on pourrait s'inspirer de la France pour une plateforme dédiée au EPI. Est-ce que Sylvain, tu peux t'exprimer? Ah non, c'est ça. J'ai juste envoyé là, le lien par rapport à ce qui se passe en France. C'est le gouvernement français qui a fait, avec un fournisseur de plateforme, une espèce de justement, un site transactionnel pour que les PME puissent s'approvisionner en équipement de protection individuelle et autres produits. Là. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Puis là, on a une question qui est de Julien. Julien, je vais aller chercher Julien. Je vais te permettre d'embarquer avec nous. Julien, est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, allô? Oui. Oui, non, donc ça rejoignait un peu la question de Sylvain tout à l'heure pour savoir les EPI, là, s'il était possible d'y avoir accès sur BizBiz. En fait, encore une fois, que moi je mentionnais, c'est qu'on n'est pas segmenté spécifiquement sur le domaine, mais il y a, écoutez, ce que je reviens à un peu le même commentaire que tantôt. En fait, on a tellement de ressources sur la plateforme que j'ai malheureusement pas la réponse précise. Je vous invite en fait à ouvrir un compte, c'est gratuit, et d'aller faire des recherches. Puis encore une fois, comme je mentionnais tout à l'heure, également, si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, faites-moi signe et puis on tentera de localiser une entreprise qui joindra la plateforme et qui pourrait mettre à disposition selon vos besoins précis. D'accord, parfait, merci beaucoup. Et juste une autre question pour Sylvain. Pour la plateforme dédiée aux EPI en France, c'est quoi le nom de la plateforme? On a mis le lien pour ceux qui s'intéressent à droite dans le lieu de conversation. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis le lien Stop COVID, c'est tout ça? Julien? Oui, moi je le vois pas là. Dans la conversation. Ok, c'est bon. Dans la conversation, ça a été partagé. Parfait, merci. Donc, on a eu plusieurs questions. Le temps avance. Pierre, est-ce qu'il y avait des choses que tu pourrais rajouter par rapport à ta présentation d'aujourd'hui? Non, ce n'est que de remercier tout le monde pour leur participation. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, vous avez mes coordonnées et ça me fera plaisir d'intervenir directement avec vous par rapport à vos besoins. Exact. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, on va rester en relation tout le monde parce que, bon, évidemment, de vos courriels, on va vous envoyer de l'information à l'occasion. Si vous avez des idées, des thématiques, des angles rattachés au numérique, à la technologie,
en pont avec la construction, l'immobilier, gênez-vous pas pour nous proposer. Et comme Pierre Daigneault et plusieurs autres intervenants dans le passé et dans le futur, vous pourriez être également des invités panélistes, des spécialistes qui viennent nous parler à l'auditoire Batimatech et également à votre auditoire. Donc, merci beaucoup, Pierre, pour ta contribution, ta participation spontanée. Merci également à ceux qui se sont joints en cours de présentation, comme par exemple, pour nommer celui qui a intervenu beaucoup et très bien. Monsieur Brabant. Charles Brabant, exact. Donc voilà, merci beaucoup, à la prochaine. Donc on va se laisser là-dessus. Puis n'hésitez pas à revenir sur le site de batimatech.com, section webinaire pour les suggestions des futurs webinaires. Encore une fois, si vous avez d'autres idées, vous êtes vraiment bienvenus. Et salutations à tout le monde, puis à la prochaine. Au plaisir, Francis Bissonnette de Batimatech, président fondateur. Merci. Merci. Merci.